1938. Prêtes à s'élancer sur le double ruban d'acier, ces puissantes locomotives attendent le départ. La veille, à leur rentrée au dépôt, tous leurs organes ont été soigneusement visités et les réparations effectuées. L'équipe, le mécanicien et le chauffeur, jettent un dernier coup d'œil à leur machine. Leur machine. Avec quel air de fierté et d'amour ils la regardent. Tout est en parfait état. Aussi, sûr de son bon fonctionnement et conscient de leur responsabilité, c'est avec confiance qu'ils montent à bord. À l'heure prescrite, la machine sort du dépôt pour aller se mettre en tête de son train. En gare, les voyageurs se hâtent vers leur voiture métallique moderne, où ils trouveront les meilleures conditions d'acheminement. En route! Vitesse, régularité, sécurité, confort, telle est la devise du rail. Mécaniciens et chauffeurs s'entendent parfaitement bien. Chacun à son poste accomplit sa tâche avec calme et méthode, tout en portant ses regards vers les nombreux appareils de bord qui le renseignent sur le fonctionnement de sa machine. Le mécanicien surveille constamment les signaux. Le chauffeur charge le foyer. Ce n'est pas moins de 5000 kilos de charbon qu'il enfournera dans la gueule béante pendant le parcours. L'horaire est respecté, ils ont le sourire, tout va bien à bord. Desservant les bassins houillers du Nord et du Pas-de-Calais, les grands centres industriels de Lille, Valenciennes, celui de la Sambre, les ports de Calais, Boulogne, Dunkerque, en liaison avec les chemins de fer internationaux d'Angleterre, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, la région du Nord a un trafic particulièrement intense. Avant-guerre, elle offrait aux voyageurs des relations très rapides. Paris-Lille, 251 km en 2h42. Paris-Liège, 366 km en 3h59. Paris-Bruxelles, 309 km en 3 heures. Paris-Calais, 297 km en 3h05. Elle transportait le charbon extrait des mines du Nord et du Pas-de-Calais vers les centres métallurgiques de Lorraine et la région parisienne, dans des conditions remarquables si l'on songe que des trains de 2000 tonnes parcouraient les 220 km qui séparent Lens du Bourget en 6 heures. La région du Nord est avant tout celle des transports de charbon. Elle transporte en effet presque la totalité du charbon extrait des mines du Nord et du Pas-de-Calais, dont la production est les 2/3 de celle de toute la France. Aussi joue-t-elle un rôle primordial dans la vie économique du pays. Sur toutes ces voies circulent de très nombreux trains de charbon. Avant-guerre, ceux-ci venaient se garer, en attente de nouvelles destinations, dans d'immenses gares de treillage équipées d'installations modernes. Les rames, destinées à l'alimentation des dépôts, rentraient directement dans des chantiers spécialement aménagés où des portiques les déchargeaient dans des délais réduits. Le chargement des machines était effectué par des toboggans qui confectionnaient des mélanges de combustibles permettant de brûler les charbons de qualités inférieures. Les ateliers de réparation du matériel, presque tous reconstruits après la guerre de 1914-1918, étaient parfaitement bien outillés. Ils disposaient d'installations modernes, spécialement conçues pour les réparations qui leur étaient confiées,
Les ouvriers y trouvaient d'excellentes conditions de travail, tout en pouvant y effectuer un entretien poussé en même temps que rapide. Dans de grands halls, équipés de puissants moyens de manutention, étaient effectuées les réparations des locomotives, nécessitant des démontages de pièces lourdes. Celles de moindre importance étaient faites dans de vastes rotondes qui protégeaient les ouvriers et les machines contre les intempéries. Les ateliers de réparation de voitures et wagons étaient eux aussi dotés de l'outillage le plus moderne et disposaient d'engins puissants permettant de soulever et de transporter des voitures métalliques d'un poids de 40 tonnes. Des dortoirs et des réfectoires, bien aménagés, offraient aux ouvriers tout le confort nécessaire. Les mécaniciens et chauffeurs y trouvaient un repos bien mérité après l'étape. Les agents habitaient de coquettes maisons, construites dans de belles cités, à proximité de leur lieu de travail. Septembre 1939, la guerre. Nos troupes sont transportées à nos frontières, conformément au plan prévu par l'état-major. Mai 1940, malgré les bombardements allemands intensifs, les installations ferroviaires, les transports de troupes et de réfugiés sont assurés d'une façon remarquable. 1940-1944, le matériel moderne et les installations de la région du Nord subissent des dégâts considérables. Dès l'armistice, des prélèvements très importants de matériel sont opérés par l'ennemi. C'est par groupe de 3 ou 4 que nos machines marchandises partent en Allemagne. Les Allemands les exigent en parfait état d'entretien. Aussi, les agents de surveillance se montrent particulièrement difficiles. Sur chaque machine est fixé un panneau indiquant la destination et l'itinéraire. Que nos cheminots voient ainsi partir leurs machines. Mais il est encore trop tôt pour s'opposer à ces départs. Ils sauront prendre leur revanche. Patience. De très nombreuses machines sont ainsi emmenées en Allemagne, et malgré toutes celles que l'ennemi nous a renvoyées une fois hors d'usage, il reste encore en Allemagne à la Libération 501 locomotives de la région du Nord, soit 20% de son effectif. La résistance maintenant est organisée. Il faut à tout prix paralyser les mouvements de l'ennemi. Malgré tout leur amour pour leurs machines, les agents n'hésitent pas à les saboter. Un pétard est placé sur le cylindre. Et voici la machine inutilisable. Vite, on déboulonne les rails. Le train de permissionnaires allemands va passer. C'est la catastrophe inévitable. Et chaque jour, malgré les risques qu'ils font courir à leurs camarades, mécaniciens et chauffeurs, des cheminots n'hésitent pas à faire dérailler les trains, obstruant les voies principales, complétant ainsi l'action des bombardements. Un panneau bleu et jaune sur le bord de la voie. Alerte! Dès 1942, de jour et de nuit, les avions alliés patrouillent au-dessus des voies ferrées, attaquant les locomotives.
Le mécanicien et le chauffeur et un troisième agent placé spécialement pour surveiller le ciel guettent les avions qui leur sont signalés. Et voilà, ils approchent, c'est pour nous. Stop! C'est ainsi que chaque fois qu'ils le peuvent, les personnels s'éloignent aussi loin que possible de leurs machines. Car même les blindages ne réalisent pas une protection absolument sûre contre les balles perforantes. Mais ce sont les bombardements qui causent le plus de dégâts. Depuis 1942, les centres ferroviaires sont soumis à leur action. À partir de 1944, ce sont des milliers de tonnes de bombes de tout calibre qui sont déversées sans arrêt, parsemant les établissements d'immenses entonnoirs, pulvérisant les installations. Tous les établissements sont successivement plus ou moins gravement atteints. Calais, Boulogne, Hasbrook, Abbeville, Fives, Hellemmes, Délivrance, Tourcoing, Béthune, Lens, Douai, Somain, Arras, Valenciennes, Cambrai, Busigny, Aulnoy, Hirson, Laon, Ternier, Amiens, Longeau, Creil, Petit-Terrain, La Chapelle. À leur départ, les Allemands effectuent d'importantes destructions par mines et pétards. Aux ateliers de réparation de locomotives d'Hellemmes, des machines-outils de précision sont sabotées, privant ces ateliers pour de nombreuses années d'engins indispensables. Sans l'intervention des FFI, qui derrière les Allemands éteignent les incendies, coupent les fils des mines, les dégâts seraient beaucoup plus considérables encore. Pendant l'année 1944, sur 2450 locomotives à l'effectif de la région du Nord, 923 sont gravement avariées par bombardement. 341 par mitraillage, 178 par sabotage des agents français de la résistance, 63 par les Allemands à leur départ. Sur les 1505 machines ainsi gravement avariées au total, la part des bombardements correspond à 60%. Celle des mitraillages à 23%. Celle des sabotages de la résistance à 12%. Celle des sabotages par les Allemands à 5%. Mais le nombre de machines immobilisées est en réalité beaucoup plus élevé, car les ouvriers sabotent volontairement les réparations et entravent la production. Aussi, ce nombre augmente rapidement de mois en mois pour atteindre, à la Libération, le chiffre de 2150, soit 90% de l'effectif. À la Libération, il ne reste plus que 300 machines en état de rouler, soit seulement 10% de l'effectif. Les bombardements alliés réussissent à empêcher l'ennemi de concentrer rapidement ses forces. Complétés par les actions de la résistance, ils paralysent complètement les mouvements des troupes allemandes par fer et sont un facteur décisif pour le succès du débarquement et pour la libération de la France. La France est libérée, mais dévastée. Heureux d'être enfin libre, mais le cœur serré devant l'immensité des destructions, les cheminots évaluent la tâche écrasante qui les attend. Dans les installations démolies, tout est désert, plus rien ne bouge. Rien que d'immenses entonnoirs, des voies arrachées, des rails soulevés.
d'immenses blocs de béton amoncelés les uns sur les autres, recouvrant machines et matériels. Des ruines, rien que des ruines, partout des ruines. Des machines éventrées, plus d'1 millier gravement avariés. Des milliers de véhicules enchevêtrés les uns dans les autres. Les 2 grands ateliers de réparation de locomotives d'Hellemmes et de La Chapelle sont également assez touchés. Sur 18 ateliers de réparation de voitures et de wagons, 2 sont complètement détruits. 11 ont plus de la moitié de leurs installations inutilisables. 4 sont assez touchés. 1 seulement est intact. Sur 36 dépôts de locomotives, 12, et des plus importants, sont complètement détruits. 18 ont plus de la moitié de leurs installations inutilisables. 6 seulement sont intacts. Plus de ponts. Les transports sont paralysés. L'industrie française, qui manque de charbon et de matières premières, ne peut fournir les matériaux indispensables. Plus de charbon. Les grands parcs de stockage sont vides. À peine 3 jours de consommation dans ceux de la région parisienne. Plus de pièces de rechange. Les magasins sont détruits ou pillés par les Allemands. Les quelques portions de voies sur lesquelles la circulation est possible ne sont pas reliées entre elles. Aucun itinéraire ne permet d'atteindre les houillères. Et toujours des ruines. À tout prix, le trafic doit être rétabli. La vie du pays en dépend, ainsi que le sort de la bataille. Il faut d'abord déblayer. Le sol est jonché de décombres. Au début, les déblaiements sont extrêmement lents. Les moyens dont on dispose sont si faibles. Nos agents, presque tous sinistrés, sont dispersés. On ne peut amener personnel et matériel sur les chantiers, faute de moyens de transport. Mais le travail, entreprise aussitôt, s'organise petit à petit et le rythme s'accélère. Pour permettre aux rares machines rescapées de circuler, on repose rapidement quelques voies dans les dépôts. On rétablit hâtivement quelques fosses de visite et de réparation de locomotives. Les machines, emprisonnées sous les gravats, sont libérées les unes après les autres, mais elles sont souvent bien gravement avariées. Les sous-stations électriques sont détruites, privant les ateliers du courant. Les moteurs sont arrêtés. Les bras remplacent les moteurs. Les fosses de réparation sont inutilisables. Pour réparer cette timonerie de frein, l'ouvrier n'hésite pas à se glisser sous la machine, malgré l'eau qui y stationne. Ces toboggans qui effectuaient le chargement rapide de machines en charbon sont hors d'usage. Les tenders sont chargés à la pelle. Et on confectionne avec de vieux tubes d'ingénieux engins dignes des temps révolus qui facilitent et accélèrent le travail. Les châteaux d'eau sont détruits. L'eau de première nécessité dans un dépôt manque. Et les machines doivent souvent faire de longs parcours pour aller se ravitailler. Ici, on n'a que des seaux pour remplir la chaudière de cette machine, en puisant l'eau dans le tender, avant de l'allumer et de la mettre en pression.
Les trous de bombe sont des réservoirs improvisés qu'on est heureux d'utiliser, faute de mieux. Au dépôt d'Aulnoy, cette installation de prise d'eau par motopompe, dans un marécage criblé de vastes entonnoirs, sera utilisée jusqu'au printemps. Les installations, appelées centrales thermiques, qui fournissaient l'eau chaude nécessaire pour nettoyer périodiquement les chaudières de locomotives, sont détruites. Elles sont remplacées par des locomotives utilisées spécialement à cet effet. Et c'est ainsi que, grâce à l'ingéniosité et à l'effort de tous, les quelques machines rescapées peuvent être mises en service pour transporter les ouvriers qui vont travailler au rétablissement des ponts et au dégagement des voies. Les gares et les triages sont bloqués par plus de 10 000 véhicules. Parmi ceux-ci, 5 500 sont à dépecer. Nos grues de relevage les plus puissantes et nos engins les plus modernes ayant été détruits au cours des bombardements ou volés par les Allemands, les équipes ne disposent plus pour effectuer les relevages que d'un matériel rudimentaire, de simples crics d'un type ancien. Aussi, le travail est long, pénible et dangereux. Mais petit à petit, les voies principales se dégagent et aussitôt, des autorails rétablissent les premières liaisons avec les grandes villes de province. Ils consomment du gasoil camouflé aux Allemands pendant l'occupation. Ils sont également utilisés au transport de ravitaillement indispensable, tels ces wagons de lait, tant attendus par les enfants des grandes villes. Et ils remplacent les trains qui ne peuvent être remis en service par manque de charbon. Une voie provisoire a déjà pu être rétablie sur le viaduc d'Origny, permettant de relier les mines à Paris par un itinéraire détourné et difficile. Parti des houillères, le 9 septembre, le premier train de charbon n'est arrivé au Bourget que le 14, après un parcours d'une durée de 4 jours. Son arrivée a été solennellement saluée, car elle marquait l'ouverture de la route du charbon. Des ateliers dits de desserrement travaillent activement. Ils ont été aménagés dans des locaux inoccupés, certains au voisinage de petites gares. Créés sous l'occupation, ils ont permis de soustraire personnel et matériel aux bombardements intenses auxquels étaient soumis les centres ferroviaires importants, tout en les dissimulant à la surveillance allemande. Ils remplacent les établissements détruits et certains fonctionneront pendant plus d'1 an après la libération. Même en pleine ville, d'importants ateliers de réparation ont été montés de toutes pièces, dans des bâtiments loués à des firmes privées. À Lille, aux établissements du Jardin. À Saint-Denis, à la Compagnie Générale de Construction. À Lille encore, les ateliers d'Hélène ont transporté leurs machines-outils aux établissements Dubois et Mollet-Fontaine. Plusieurs fois par jour, des camions y apportent les pièces à usiner, ramènent celles qui sont terminées, assurant ainsi la liaison entre les différents ateliers. Ces mouvements de pièces nécessaires sont loin de faciliter et d'accélérer le travail. Une fonderie a été particulièrement bien installée. Elle subsistera jusqu'à la reconstruction de celle prévue aux ateliers. Pendant les mois d'octobre, novembre et décembre 1944,
Les travaux de déblaiement se poursuivent de plus en plus activement. Les portiques qui assuraient le déchargement rapide des rames de combustible ne sont plus que des tas de ferraille. Ils sont découpés et mis en pièces. Pour remplacer les bâtiments détruits ou endommagés, on utilise des wagons. Ici, pour y loger des machines-outils. Là, pour y installer des sous-stations provisoires, rétablissant ainsi le courant qui permet aux machines-outils de tourner de nouveau. Tous les bâtiments encore debout sont réoccupés. Mais même les moins endommagés ne sont plus que de véritables carcasses. Aussi, les ouvriers travaillent-ils sous des cabanes de tôle et de planches rapidement montées. Dans bien des établissements où les ateliers sont entièrement détruits, ces cabanes sont installées en plein air. Les vastes cités, abritant les agents et leurs familles, sont fort endommagées. Quelques maisons encore debout, mais toutes inhabitables. Et sous les décombres, des morts, des souvenirs, et les débris d'un bonheur, fruit d'un long travail. Les bâtiments d'hygiène, où les ouvriers venaient faire une rapide toilette après leur travail, les dortoirs et réfectoires où mécaniciens et chauffeurs se reposaient, ne sont plus que des ruines. Ces tas de pierres, ce sont les seuls restes de coquettes maisons d'autrefois, dont on aperçoit l'entrée. Ce panneau indique encore les rues, aujourd'hui désertes. Dans la cité d'Aulnoy, sur 500 maisons, 5 seulement sont encore debout. Ainsi que la petite église en planches, mais dans quel état? Les ouvriers travaillent en plein air, dans les installations détruites. Malgré ces conditions pénibles, sachant que leur effort permettra aux Alliés de vaincre et à la France de vivre, ils n'hésitent pas à porter la durée de travail de 48 à 54 heures par semaine. Ils déploient une activité d'autant plus remarquable qu'en plus des restrictions auxquelles ils sont soumis, comme d'ailleurs tous les Français, ils ont souvent tout perdu au cours des bombardements. Maisons, mobilier, vêtements. Ils sont réfugiés dans des villages voisins. Ils y vivent dans des logements souvent inconfortables, éloignés parfois de plus de 15 km de leur lieu de travail, où ils se rendent mal vêtus, mal chaussés et souvent sans bicyclette. À la Libération, 2150 locomotives de la région du Nord sont avariées. Grâce à l'activité de tous, grâce aux efforts et à l'initiative du personnel de maîtrise, les locomotives sont réparées avec une rapidité surprenante. 3 mois plus tard, au 1er janvier, il ne reste plus que 914 locomotives avariées. Des résultats également remarquables sont enregistrés pour la réparation des voitures et wagons. À la Libération, 18 000 wagons sont avariés. Au 1er janvier, il n'y en a plus que 12 500. De leur côté, mécaniciens et chauffeurs font un effort considérable. Il faut plus de 25 heures pour aller des Houillères à Paris. Et les trains sont remorqués en double équipe, une équipe se reposant dans une voiture pendant que l'autre travaille. Le relevage de tout le matériel qui encombre les voies des gares, des dépôts, se poursuit en même temps. 2 grues sur les 5 que possédait la région avant-guerre ont pu être remises en état. Quelques autres ont été louées à des industriels. Les relevages s'effectuent beaucoup plus rapidement qu'avec les criques, employés aussitôt après la Libération. Cette grue, qui permet de soulever des charges allant jusqu'à 50 tonnes, remet rapidement sur rail les wagons et voitures métalliques, même les plus lourdes.
wagon ne pèse que 10 tonnes. Aussi est-ce avec facilité que la grue le soulève et le repose avec précaution sur la voie. Pour les relevages de machines et de tenders, on fait appel souvent à des grues puissantes commandées par des compagnies américaines. Ce tender pèse 35 tonnes. Aussi, la grue américaine Big Baby l'enlève aisément et le place directement sur un wagon plateforme spécial. Mais cette machine est plus lourde, 100 tonnes. Elle est enfoncée dans un trou de bombe. Aussi, la grue américaine travaille-t-elle cette fois avec une grue française. Chacune a une extrémité. Lentement, ensemble, elles sortent la machine du trou et la replacent sur rail. Le matériel, trop avarié pour pouvoir être réparé, est découpé au chalumeau. Les pièces réutilisables sont stockées sur place ou mises sur wagon pour être envoyées sur d'autres lieux de magasinage. Au 1er janvier 1945, sur les 10 000 véhicules déraillés qui encombraient les gares, il n'en reste plus que 2300. Les gares sont maintenant dégagées, les wagons sont presque tous sur rail, mais les voies ne sont pas encore rétablies. Janvier, février 1945, les grands froids, la neige. Même dans les ateliers les moins abîmés, la neige pénètre en abondance. Dans les établissements détruits, la situation est catastrophique. Les machines, remisées en plein air, gèlent. Et c'est au milieu des tourmentes de neige que les travaux de réparation et de dégelage doivent se poursuivre. Les agents continuent à travailler 54 heures, luttant contre les éléments déchaînés pour maintenir le minimum de trafic indispensable. Les stocks et réserves en France n'existent plus. Il faut absolument faire passer quelques trains de charbon de ravitaillement. Ce train de lait circule tout de même. Il est impatiemment attendu par les enfants de Paris. Malgré les efforts de tous les cheminots à leur poste de combat, les arrivées de charbon sont fortement ralenties, entraînant des restrictions du trafic ferroviaire, de gaz et d'électricité. Au printemps, les déblaiements sont presque partout achevés. Sur les grands espaces, maintenant nus, la reconstruction va pouvoir être entreprise. La reprise des transports permet la livraison des matériaux. Au fur et à mesure de l'arrivée des briques, des tuiles et des planches, baraquements et ateliers provisoires se montent rapidement. Les machines-outils
quittent les wagons où elles ont passé l'hiver pour y être installées. La reconstruction définitive ne peut souvent être envisagée. Les matériaux alloués sont trop réduits. Et pendant de nombreuses années, ces installations provisoires devront être utilisées. Aussi sont-elles soigneusement aménagées et rendues le plus confortables possible. Tout y est en ordre, comme sur cette panoplie, où sont rangés ces outils, tous récupérés sous les décombres. Les ouvriers sont encore bien souvent obligés de travailler en plein air. Au dépôt de Valenciennes, une fosse servant à séparer les essieux du châssis est provisoirement aménagée en attendant la reconstruction de la fosse définitive qui ne peut être encore effectuée. Toutes les anciennes installations sont remises en état. D'immenses échafaudages s'élèvent rapidement pour permettre la réparation de ces toboggans et de ces grands halls. Au milieu de l'enchevêtrement des échafaudages, l'activité des établissements continue. Dans quelques cas très rares, comme à Douai, le grand atelier est définitivement reconstruit. Une véritable forêt de tubes acier est sortie du sol pour soutenir le coffrage en bois dans lequel le béton est coulé. Au fur et à mesure que la construction avance, les échafaudages de tubes de fer se déplacent. Les progrès sont rapides. Les travaux sont achevés et au 1er septembre 1945, un an après la libération, le gros œuvre du bâtiment est terminé. Les 900 machines, encore avariées au 1er janvier 1945, exigent de très importantes réparations. Elles ont été groupées à cet effet, en attente de pouvoir être entreprises, dans le grand atelier qui seul dispose de l'outillage voulu. Dans quel état sont-elles le plus souvent? Chaudières transpercées, pièces du mécanisme enlevées, roues arrachées. La réparation de certaines d'entre elles exigera jusqu'à 20 000 heures de travail. En raison du manque de matière et de pièces d'approvisionnement, on doit réparer toutes les pièces susceptibles de l'être. Les ateliers de la région du Nord, aidés par les usines de l'industrie privée, s'attaquent à la remise en état du matériel avarié.
pourrait reconnaître dans cette superbe machine l'épave squelettique qui est rentrée en réparation 2 mois plus tôt et qui sort des ateliers toute flambant neuf. Dans tous les établissements, pour permettre aux agents habitant loin de leur lieu de travail de trouver la nourriture indispensable à leur labeur, de vastes cantines ont été créées. Les jeunes enfants des cheminots prisonniers et déportés y sont périodiquement réunis, ceci pour essayer d'atténuer l'absence de leur père. 1 an après la libération, tous les ateliers et dépôts sont maintenant remis en service. Ils assurent la révision du matériel remis hâtivement en état après la libération et l'entretien courant de celui qui sort de réparation. Si beaucoup ne sont encore composés que de baraquements provisoires, d'autres, moins touchés, ont repris leur activité d'avant-guerre. C'est ainsi qu'à l'atelier de Ternier, la réparation des wagons à la chaîne est rétablie. Chaque jour, ce sont 5 wagons qui sortent de cet atelier entièrement révisés. Les ateliers de machines d'Elem ont repris les grandes réparations des locomotives. Dans le grand hall de montage, équipé de moyens de levage puissants, règne une très grande activité. Les machines-outils ont quitté les ateliers de desserrement et tournent à leur ancien emplacement. Une presse en aboutir, essentielle, a pu être réparée par un travail de soudure remarquable. À l'atelier de chaudronnerie, les réparations importantes de chaudières sont effectuées au milieu du bruit infernal des marteaux-riveurs. C'est à la cadence d'une tous les 3 jours que les machines sortent des ateliers. Dans beaucoup de dépôts, le remisage des locomotives en plein air est encore inévitable. Mais dans l'ensemble, les ouvriers disposent d'installations suffisantes pour travailler à l'abri des intempéries. Les équipes ont retrouvé leurs chères machines, pensées de leurs terribles blessures. Mécaniciens et chauffeurs peuvent de nouveau leur donner tous leurs soins. Et les machines répondent à leurs efforts. Tels sont les résultats admirables obtenus en 1 an. L'hiver 1945-1946 pourrait être attaqué avec confiance. Mais ces résultats sont encore plus remarquables si l'on tient compte que cette œuvre immense de reconstruction et de remise en état du matériel s'est poursuivie au milieu des difficultés d'un trafic particulièrement dur à assurer. Au fur et à mesure du rétablissement des ponts, en effet, les ateliers ont dû fournir locomotives, voitures, wagons et autorails en nombre suffisant pour assurer les trains indispensables à la poursuite de la guerre et au ravitaillement du pays. Rappelons-nous le nombre important de trains militaires alliés, trains de troupes, de ravitaillement, de munitions, qui montèrent jour et nuit vers la Belgique, dès la libération jusqu'à la victoire. Les Alliés avaient bien débarqué du matériel ferroviaire, mais pas encore en nombre suffisant pour assurer tout leur transport
dont la priorité s'imposait en raison de leur rôle dans le sort de la bataille. Rappelons-nous ces nombreux trains qui, pendant tout le printemps et l'été 1945, rapatriaient nos prisonniers et déportés, rendant à leurs familles plusieurs centaines de milliers de Français arrachés des geôles et bagnes allemands. Rappelons-nous enfin l'importance des trains de ravitaillement et de ceux de charbon. La France, pillée, n'a plus de réserve. Par manque de charbon, l'industrie ne peut repartir. Les foyers domestiques ne peuvent pas être allumés. Il faut à tout prix transporter tout le charbon extrait des mines du Nord et du Pas-de-Calais. Dès la fin de l'hiver 1945, il n'y a plus de stock en attente de transport sur le carreau des mines. La bataille du charbon est engagée. De son succès dépend la vie même de la France. Mineurs et cheminots sont décidés à vaincre. L'effort accompli ne peut être mieux traduit que par l'examen du trafic assuré. En 1938, 422 000 wagons chargés étaient transportés chaque mois par la région du Nord. En janvier 1944, 296 000. Ce nombre s'effondre à 10 500 en août 1944. Dès la libération, il augmente progressivement pour arriver un an après à 232 582, soit 55% du chiffre de 1938. Pour atteindre le trafic de 1938, et même lors de la reprise économique un trafic supérieur, il reste un effort considérable à effectuer. Étant donné l'aide mutuelle que se donnent les régions, fusionnées dans une administration commune, cet effort peut se mesurer en comparant pour l'ensemble de la SNCF l'effectif actuel à celui d'avant-guerre. En 1939, le parc SNCF était de 478 000 wagons. Au recensement du 15 mai 1945, on dénombre 300 000 wagons, dont seulement 250 000 utilisables, comprenant mêlés et sans possibilité de les trier, des wagons de toute nationalité. En 1938, le parc de locomotives à vapeur était de 16 000. Au 1er août 1945, il n'est plus que de 12 450 machines, parmi lesquelles 7 370 seulement sont en état de rouler, y compris 520 locomotives prêtées par les Alliés. 3 400 sont immobilisées pour des causes diverses, 1600 avariées par fait de guerre. D'importantes commandes de locomotives ont été passées aux États-Unis. Au début du mois de novembre 1945, débarquaient les 12 premières d'une première commande de 700. Une seconde tranche de 640 a été notifiée. Au mois d'août 1945, un sixième seulement des locomotives se trouvant en Allemagne est rentré en France. Les machines sont en très mauvais état et sur toutes on peut lire cette même inscription que la propagande allemande a fait peindre partout. Roues, vous devez tourner pour la victoire. Ces roues n'ont pas tourné pour la victoire allemande, suivant ainsi l'exemple des cheminots français dans leur résistance à l'ennemi. Le souvenir de tous ceux qui sont tombés pendant ces 5 années est religieusement gardé. À chaque anniversaire de nos journées glorieuses, un pieux hommage leur est rendu. Leur exemple guide les cheminots dans la voie du devoir. Placés au premier rang de la résistance, nombreux sont ceux qui ont trouvé la mort dans les camps de représailles allemands. Exposés journellement aux bombardements, aux mitraillages, nombreux sont ceux qui ont été blessés ou tués à leur poste. Malgré leur souffrance, beaucoup ont tout perdu, beaucoup ont à déplorer la mort d'êtres chers, de camarades tombés au hasard de leur mission. Malgré leurs conditions d'existence particulièrement difficiles, ils ont, envers et contre tout, assuré leur train. Ils ont suivi, avant même qu'elles soient prononcées, ces paroles du général de Gaulle. Hier, il n'y avait pas de devoir qui l'emportât sur celui de combattre. Aujourd'hui, il n'y en a pas qui l'emporte sur celui de produire. Par leur initiative, leur dévouement, leur esprit de sacrifice, ils ont réussi à faire circuler sur les voies rétablies plus de trains qu'il n'était permis d'espérer. La France peut compter sur de tels hommes. Ingénieurs, agents de maîtrise, mécaniciens et chauffeurs, ouvriers et manœuvres des dépôts et ateliers de la région du Nord ont répondu et répondront toujours à son appel, car ils sont avant tout au service de la France.